Disneyland au cœur de Los Angeles. C'est le comble du toc. C'est le royaume du démarquage et de la copie truquée. Les Européens en particulier ont souvent un sourire de pitié face à des tentatives comme celle-ci pour restituer la magie d'un château fort du Moyen-Âge. Comparé aux originaux de l'Ancien Monde, cela ne peut que faire l'effet d'une caricature, car enfin, c'est en Europe que se trouvent les authentiques trésors de la culture occidentale. En Europe que sont les originaux. En Europe que l'ancien est réellement ancien. Mais est-ce que c'est bien vrai ? À y regarder de plus près, ces dernières années, certains de ces trésors nous ont réservé quelques surprises. Au musée des Beaux-Arts de Vienne, la plus belle pièce en matière de statuaire de l'époque romaine, cet éphèbe provenant d'Italie du Nord, n'est qu'une copie en bronze de la Renaissance. Au British Museum à Londres, sur les 73 céramiques zapotèques de cette collection célèbre dans le monde entier, il n'y en a pas moins de 20 qui sont des contrefaçons modernes. Au Dorotheum à Vienne, ce violon qu'on croyait être un authentique Guarneri se révèle être une imitation datant de 1979. À Berlin, les galeries du patrimoine culturel prussien s'enorgueillissent de posséder le légendaire homme au casque d'or de Rembrandt. Pourtant, il n'est pas du maître, mais d'un de ses élèves. C'est un mythe qui s'écroule. Mais attention, lorsqu'un élève s'exerce à peindre dans le style de son illustre maître, on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un faux. Seulement, où commence le faux proprement dit? La Joconde. C'est l'un des tableaux les plus copiés qui soit au monde. Il a toujours représenté un défi pour tous les peintres qui se sont mesurés à lui sans aucune intention de supercherie. Toutes ces copies n'ont encore rien à voir avec des faux. La copie de tableaux célèbres fut, dans les siècles passés, une pratique courante, destinée entre autres à rendre les œuvres accessibles à un large public. Ainsi, à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne où nous sommes, nous voyons une toile originale de Rubens, qui a inspiré plusieurs autres tableaux. Rubens aimait à traduire les thèmes de l'Antiquité dans une plasticité vigoureuse. Ici, c'est Borée, le dieu grec du vent du Nord, qui enlève Oreitia. Dans l'original, le coin inférieur gauche est vide. Voici une copie, sortie de l'atelier de Rubens. Son coin inférieur gauche est traité autrement. On y voit un angelot et sans doute s'agit-il de la conception première du tableau à laquelle Rubens aurait ensuite renoncé. Une copie de 1931 revient à l'original tel qu'il nous est parvenu et ne comporte pas d'angelot dans le coin gauche. Voici une réplique datant du 19e siècle. Non seulement elle est sensiblement plus petite, mais tout comme la copie d'atelier, elle a un angelot en bas à gauche. Ces trois variations sur un original de Rubens ne sont pas des faux. Pas plus que l'homme au casque d'or. Mais quelle valeur a un tableau une fois qu'il a perdu la prestigieuse estampille de Rembrandt? Nous ne sommes pas un établissement à finalité commerciale. Par conséquent, la valeur financière ne nous intéresse pas. Que ceux qui ont des yeux pour voir constatent par eux-mêmes ce que ce tableau continue à nous dire. Et je crois qu'il a tout à fait sa place dans la collection Rembrandt de ce musée, et qu'il la conservera toujours. Néanmoins, dans le grand public, et même chez beaucoup de critiques d'art, c'est la fascination du grand nom qui semble compter avant tout. Lorsque 4 tableaux de Rembrandt au musée des Beaux-Arts de Vienne ne furent plus attribués au maître lui-même, les médias s'empressèrent de crier à la catastrophe. Ces tableaux désormais considérés comme n'étant pas de la main de Rembrandt sont La mère de l'artiste, en prophétesse Anna, datée de 1639, Saint Paul, daté de 1633, Portrait de femme, daté de 1633, Autoportrait à la fourrure, avec collier et boucle d'oreille, daté de 1655.
La cour d'arbitrage qui attribue leur place dans l'histoire de l'art aux faux et aux vrais Rembrandt a son siège à Amsterdam. C'est une commission qui travaille depuis des années à mettre de l'ordre dans le chaos. Et les faux d'origine moderne ne sont dans cette affaire qu'un problème minime. Les tableaux dits de Rembrandt sont si nombreux à son époque qu'il n'est guère besoin de faire de faux. En fait, il y a très peu de faux Rembrandt. Ils sont faux parce que sur le tableau d'un élève, on inscrit en bas Rembrandt et du coup, on a un Rembrandt de plus. C'est ainsi que l'œuvre s'est trouvée énormément augmentée. On pourrait comparer ça avec un atelier de restauration d'aujourd'hui, où un restaurateur important se verrait confier une foule de travaux, mais serait aussi un maître très recherché et recevrait dans son atelier non seulement des stagiaires de passage, mais aussi des gens déjà complètement formés dans le métier qui voudraient encore s'instruire auprès de ce maître. Tous ceux qui viennent travailler dans l'atelier prennent le style et la manière du maître. Même plusieurs vies de Rembrandt n'auraient pas suffi à peindre tous les tableaux qui sont censés être de la main du maître. Des œuvres de plus en plus nombreuses sont attribuées à ses élèves. Le festin d'Esther, attribué désormais à Jan Lievens. Portrait d'un jeune homme au turban, attribué désormais à Isaac Judville. Portrait de Rembrandt en buste, attribué désormais à Govert Flinck. Abraham et les trois anges, attribué désormais à Jan Victors. Portrait d'Elisabeth Bass, attribué désormais à Ferdinand Ball. Portrait de femme assise au mouchoir, attribué désormais à Karel Fabritius. Le denier de César, attribué désormais à Gerbrand van den Eekhout. Personnage en cuirasse, attribué maintenant à un élève encore inconnu. L'apôtre Thomas, attribué désormais à Nicolas Mess. Les nouvelles attributions s'effectuent souvent grâce à l'utilisation de techniques particulières. L'homme au casque d'or n'a livré son secret qu'une fois soumis à des radiations invisibles. Cette nouvelle méthode d'investigation se révèle particulièrement fructueuse pour les œuvres de Rembrandt. Les tableaux sont soumis dans un réacteur à des faisceaux radioactifs. Sous un bombardement de neutrons, les différentes couches de peinture deviennent à leur tour radioactives et elles émettent des radiations de durée plus ou moins longue selon leur composition. On obtient ainsi des images tout à fait nettes des différentes couches de peinture sur des plaques photographiques exposées successivement. On retrouve couche par couche les détails des coups de pinceau. Dans le cas de l'homme au casque d'or, d'importants résultats ont été obtenus de surcroît par des analyses extrêmement fines du matériau chimique du tableau, et sans que celui-ci en soit endommagé. On a constaté ainsi que le mercure n'était même pas présent à l'état de trace, alors que les authentiques Rembrandt en contiennent toujours. Les méthodes scientifiques d'analyse peuvent apporter une aide précieuse aux experts quand il s'agit de déterminer l'âge et l'origine d'une œuvre. Mais beaucoup d'experts sont extrêmement sceptiques vis-à-vis de ces méthodes, empruntées aux sciences exactes, et dans le doute se fient plus volontiers à leur propre expérience et à leur jugement. Et il peut arriver alors qu'ils aient des surprises désagréables. À Stockholm aussi, les musées sont fiers de leur Rembrandt. Mais au musée Alvilska, il s'en trouve un qui depuis longtemps échauffe l'esprit des experts et relance les débats sur les problèmes d'attribution. La Marie-Madeleine repentante fut d'abord acquise comme étant un vrai Rembrandt, peint vers 1660. Par la suite, on attribua le tableau à un élève, puis de nouveau au maître lui-même, puis à nouveau à un de ses élèves, et ainsi de suite. Le tableau, exigeant d'être restauré, on voulut préalablement être certain de son attribution. On en fit une photo en noir et blanc. Cette photographie fut soumise à Paris à un grand expert spécialiste de Rembrandt. Un coup d'œil lui suffit pour attribuer sans doute possible le tableau à l'élève de Rembrandt, Van Dyck, qu'il avait peint entre 1640 et 1660.
Ce n'était donc pas un authentique Rembrandt, mais c'était du moins l'œuvre de l'un de ses meilleurs élèves. C'est dans un faubourg de Stockholm que Marie-Madeleine devait connaître encore un autre destin. Ce garage recèle en effet des surprises. Un laboratoire moderne, une cuisine de sorcière équipée des appareils les plus sophistiqués, permettant de fournir aux restaurateurs de tableaux les analyses les plus fines. Au cours d'années de recherche, le chimiste František Makeš a mis au point une méthode raffinée pour distinguer l'authentique du faux. Il a besoin pour cela d'une aide fournie par la nature à l'autre bout du monde. Dans l'Antarctique, les conditions de vie sont d'une rigueur extrême. Les substances nutritives n'y existent que pendant une brève période de l'année, et il s'agit alors de les assimiler rapidement et en quantité suffisante. Ces petites crevettes krill sont des champions en la matière. Elles ont développé des enzymes particulièrement puissantes, capables de dissoudre jusqu'aux solvants d'origine organique qu'employaient les peintres. Et cette dissolution s'effectue différemment selon le type et l'âge du tableau. Il faut tout d'abord extraire ces enzymes digestives, les purifier et les enrichir. Cela s'effectue dans ces colonnes chromatographiques qui trient les différentes enzymes. František Makeš en combine alors certaines qui sont particulièrement actives et les applique à de minuscules prélèvements faits sur le tableau en question. Les enzymes digèrent alors les composants organiques de ces échantillons, et ce à des vitesses et dans des proportions qui diffèrent. Traduit graphiquement, le processus donne pour chaque tableau un profil particulier, une sorte d'empreinte digitale unique, comme ici pour la Marie-Madeleine. Le profil est tout différent pour ce Rembrandt authentique de 1661, la Conjuration de Claudius Civilis. Même constatation pour le profil de Joseph et ses frères, œuvre de l'élève de Rembrandt, Gerbrand van den Eeckhout, daté de 1657. Les résultats des recherches technologiques révèlent des matériaux qui n'ont pu être employés qu'environ 100 ans après la mort de Rembrandt. Voici la confrontation des trois profils, celui de la Marie-Madeleine repentante, celui du Rembrandt authentique et celui du tableau de son élève. Que l'attribution d'une œuvre, telle qu'elle a été déterminée par un expert, soit ainsi battue en brèche par un scientifique s'appuyant sur des analyses matérielles et que la rectification soit ensuite universellement admise, cela se produit très rarement, car c'est en général l'expert qui a le dernier mot. Plus cet expert est important et reconnu, plus l'attribution et l'expertise sont définitives. Mais si un tel expert fait un jour une erreur, celle-ci ouvre alors la voie au faussaire habile. À Paris, au mois d'août 1937, le Crédit Lyonnais reçut en dépôt un objet de valeur sortant de l'ordinaire qui trouva place dans les coffres. Un tableau représentant le Christ et les pèlerins d'Emmaüs avec une servante, exécuté dans le style de Vermeer de Delft, l'un des plus grands peintres hollandais du XVIIe siècle. Ses propriétaires étaient contraints de se défaire de ce trésor. Dans cette affaire délicate, on se tourna vers le célèbre historien de l'art Abraham Bridus, un Hollandais qui était le plus grand spécialiste de Vermeer. Dans toute l'œuvre du maître, il n'y avait à cette époque, au début de sa création, que 2 tableaux sur des thèmes bibliques ou mythologiques. Le Christ chez Marie et Marthe et la toilette de Diane. Il était aussi fait allusion à un 3e tableau du même ordre. Mais il devait quand même bien y avoir d'autres tableaux de Vermeer sur ces sujets. Pour les spécialistes comme Abraham Bridus, il était évident que ces tableaux étaient complètement différents des Vermeer connus jusqu'alors. On attribua cela à l'influence du Caravage, dont le célèbre tableau « Le Christ à Emmaüs » est l'un des plus illustres chefs-d'œuvre. Abraham Bridus partageait l'espoir de tous les historiens de l'art des années 30, que soient découverts d'autres tableaux de Vermeer sur des sujets bibliques.
Vendu 540 000 florins, le tableau fut exposé en 1938 et les critiques d'art rivalisèrent dans l'enthousiasme. Nous n'avons besoin ni de la prestigieuse signature Yves Aimère, ni du pointillé sur le pain que bénit le Christ pour être persuadé qu'il s'agit bien là d'une œuvre authentique, pour ne pas dire du chef-d'œuvre absolu de Johannes Vermeer. Le Christ et les pèlerins d'Emmaüs. Même Rembrandt n'a pas peint de tableau plus poignant. Le sentiment du sacré pénètre tout entier le spectateur, bien que le tableau n'ait rien de cultuel ni de religieux en soi. Sa représentation est au contraire plus profane que tout autre sur le même sujet. Toute l'émotion provient du visage du Christ, qui n'a pas son pareil dans toute l'œuvre de Vermeer, ni dans toute la peinture hollandaise. L'affirmation peut paraître audacieuse. Lorsqu'on connaît un peu la peinture hollandaise, on se souvient des têtes de Christ de Rembrandt, ou du merveilleux tableau de Rembrandt qui se trouve au musée du Louvre et représente aussi les pèlerins d'Emmaüs. Sur le tableau de Vermeer, les traits du Christ sont assez grossiers. Ils ne sont pas véritablement beaux. Son visage pâle et amaigri porte la marque de la souffrance surmontée. Ses grands yeux creusés de cernes sont complètement recouverts par les lourdes paupières. L'Europe n'allait pas tarder à avoir d'autres soucis. La Seconde Guerre mondiale éclata. À l'issue de cette horreur, l'éclat trompeur du Troisième Reich ne laissait derrière lui que des décombres et des cendres. Mais il restait un certain nombre de choses, par exemple, ce qu'un Hermann Göring avait mis de côté pour son propre compte. Le gros Hermann était un collectionneur de tableaux passionnés. On trouva dans sa succession un chef-d'œuvre de Vermeer, le Christ et la femme adultère. Les recherches sur l'origine de la toile menèrent vite au peintre et marchand de tableaux Hans van Meegeren. Cet homme, que son père traitait de propre à rien, nul et inexistant, dont les critiques estimaient que sa peinture n'était qu'un fatras, un bric-à-brac de vulgaires matériaux de réclame, résolut de prouver au monde qu'il était un véritable génie artistique. L'originalité unique du style de Jan Vermeer l'attachait particulièrement. Les tableaux montrent le plus souvent des intérieurs avec peu de personnages, des couleurs plutôt froides qui reflètent l'éclat de la lumière et créent une atmosphère d'harmonieuse sérénité. Van Meegeren se fixa pour but d'imiter de façon crédible le talent de cet incomparable maître et d'apporter ainsi la preuve de ses propres dons. Pour commencer, il s'essaya à des sujets typiques de Vermeer. Mais par la suite, il poussa plus loin son audace et fournit au monde de l'art ses chefs-d'œuvre tant attendus de Vermeer sur des thèmes religieux, avec le tableau de la collection de Göring ou cet autre tableau tant admiré, le Christ et les pèlerins d'Emmaüs. Personne ne soupçonnait encore que Van Meegeren avait magistralement réussi à tromper les spécialistes. Il avait vendu du Vermeer aux nazis, il s'était rendu coupable de collaboration, et ce crime était puni de mort. Van Meegeren ne vit plus qu'une chance de sauver sa peau. Il lui fallait prouver qu'il n'avait pas enrichi la collection du maréchal nazi d'un chef-d'œuvre de la peinture hollandaise, mais lui avait fait acheter un faux qu'il avait confectionné lui-même. Il lui suffisait d'avoir de la peinture, une toile et un pinceau. Dans sa cellule, Van Meegeren peignit pour sauver sa vie. Il fit appel une ultime fois à la religiosité oubliée de Vermeer pour convaincre la justice de son talent. Il choisit le thème de Jésus parmi les docteurs. Le procès fit éclater l'un des plus grands scandales du marché de l'art au XXe siècle. Des spécialistes attestèrent que Van Meegeren était effectivement l'auteur du prétendu Vermeer. L'accusé put enfin se venger du mépris dont il avait souffert en tant que peintre. N'avait-il pas réussi à faire croire à ce grand historien de l'art qu'était Abraham Bridus qu'il était meilleur que Vermeer? Van Meegeren fut condamné à 1 an de détention. Il mourut d'une crise cardiaque quelques semaines plus tard à l'infirmerie de la prison. A posteriori, on s'étonne qu'un aussi mauvais tableau ait pu susciter tant d'admiration. Mais quoi qu'il en soit, depuis, le prestige de Vermeer n'a fait que croître. Plus de 35 ans plus tard, le magazine Stern se vante à grand bruit d'une découverte d'un tout autre ordre. Les journaux intimes de Hitler, jusqu'alors inconnus. Un véritable trésor, au moins si on le mesure à la fortune qu'a dû investir le Stern pour les acquérir.
Toutefois, cette découverte, qui fait sensation dans le monde entier, ne tarde pas à se révéler comme un faux grossier. Les plus élémentaires analyses matérielles suffisent à démasquer le faussaire, Konrad Kouyaou. Il passe quelques années derrière les barreaux, il ne nous en a pas moins offert un des plus splendides moments de l'histoire des faux. Depuis 5 ans, il exerce officiellement le métier de faussaire. Sa galerie est l'une des curiosités de Stuttgart. Personnellement, je commence par étudier la biographie des peintres. Et chaque peintre a sa façon à lui, que ce soit de composer son tableau ou d'obtenir ses couleurs. Et chacun d'eux a sa manière de combiner les couleurs entre elles. Maîtriser cette combinaison de couleurs, c'est ça qui est fascinant. On prend naturellement des toiles qui soient d'époque. On achète une vieille croûte, on la détache, on la gratte. Alors il peut évidemment se faire que ça coûte du temps et de l'argent. Parce qu'en chauffant la toile, elle peut se déchirer. Elle est foutue. Et vous avez perdu vos 6 ou 8 000 marks. Prenons aujourd'hui les grandes salles des ventes. C'est de là que partent les booms. Eh bien, si un Van Gogh se vend aux enchères, disons 350 millions, la demande de mes clients s'oriente vers Van Gogh. Et puis il y a aussi les désirs particuliers de certains. Il y a par exemple des gens qui viennent et qui me disent « Écoutez, je suis un admirateur inconditionnel de Toulouse-Lautrec. Qu'est-ce que vous me conseilleriez de neuf ?» Alors je réponds « Je ne sais pas. Comment est votre femme ?» Je pourrais par exemple peindre votre femme en danseuse du Moulin Rouge, avec des dentelles, la jambe en l'air. Et les gens sont fascinés. Parmi les surréalistes, bien sûr, Dali marche toujours. Dali est très demandé actuellement, mais en peinture à l'huile, il faut dire. Il y a aussi évidemment des collectionneurs qui viennent ici et qui me disent « Monsieur Kouyaou, je voudrais bien un Miro. Miro marche bien chez les jeunes, parce que ça reste abordable. » J'ai reçu récemment de quelqu'un que je ne connais pas 50 feuilles de papier à la cuve fait à la main. Un des papiers les plus extraordinaires que j'ai jamais eu entre mes mains de faussaire. Fait à la main, super, avec le filigrane de la RDA. Papier à lettres personnelles de Erich Honecker. Maintenant, évidemment, je peux même écrire de fausses lettres d'amour de Honecker. Je vous en envoie une quand vous voulez. Pourquoi quelqu'un fait-il des faux? D'abord pour rouler les experts dans la farine, pour mesurer ses capacités, et puis monnaie. Dès lors qu'il est question de beaucoup d'argent, et c'est généralement le cas pour les véritables faux, les fonds se durcissent. À partir du moment où les experts ont reconnu et classé une nouvelle œuvre parmi les œuvres authentiquement anciennes, il devient difficile, parfois même pour l'auteur, de prouver le contraire. Le sculpteur sur bois Sepp Rifesser, qui vit dans cette vallée de Gröden, au Tyrol, en sait quelque chose. Cet artiste a toujours bien vécu de la sculpture de personnages religieux. Avec un enthousiasme sans faille, cet homme de 70 ans se consacre jour après jour à son art. Il reçoit des commandes du monde entier et travaille sans relâche. Sepp Rifesser est sans doute aujourd'hui le plus important et sans doute aussi le plus illustre artiste de sa région. Et il y a une bonne raison pour ça. Il y a près de 40 ans, un scandale artistique l'a rendu célèbre d'un coup. Le rôle principal était tenu en l'occurrence par cette Vierge gothique, au premier abord un fleuron de la sculpture sur bois bourguignonne de la fin du XIVe siècle.
J'ai vu arriver un marchand d'antiquités de Bischofshof qui m'a dit « Mon Dieu, ces deux vierges-là, elles me plairaient bien. Celles qui sont là sur la fenêtre, combien coûtent-elles » Alors j'ai répondu « Pas si cher que ça. » Alors il les a achetées. L'une, il l'a payée, et l'autre, il m'a dit qu'il me la paierait dans quelques semaines. Et par hasard, je suis allé en Allemagne quelque temps après, et alors j'ai rencontré le type, là, le marchand, à Innsbruck, et je lui ai demandé « Et quand est-ce que vous me payez ?»« Vous ne m'avez rien payé du tout. »« Attendez, attendez, monsieur Rifesser, vous n'en reviendrez pas. »« Comment ça, je n'en reviendrai pas ?» À ce moment-là, je n'ai pas imaginé grand-chose de plus. Et puis, quelques semaines plus tard encore, je vais à Hanovre. Et comme j'étais à Hanovre, je vais voir mon revendeur. Et sa femme me dit « Cher monsieur Rifesser, mon mari n'est pas là, mais il va arriver d'un moment à l'autre. Prenez quelques chocolats, je vous en prie. » Et j'ai commencé à manger des chocolats. Et en attendant, j'ai jeté un coup d'œil à la revue d'art Weltkunst qui était posée sur la table. Et c'est là que j'ai vu la photographie de ma Madone. Vous imaginez? Alors je me suis dit, ça alors, mais ce n'est pas possible. Voilà-t-il pas que les Viennois revendent ma Madone comme vierge bourguignonne authentique du XIVe siècle? Rifesser se rend alors immédiatement à Vienne et il essaie de rectifier ce qu'il croit être une erreur. En vain. Une fois que les experts ont dit « elle est authentique » et tu n'as plus rien à dire. Et cette Madone n'était même pas des plus réussies, hein. Elle était, comment dire, avec une forte courbe en S. Au point que le compagnon m'a dit que je devrais la brûler. Et puis il m'a dit « va, tu arriveras bien à la remettre d'aplomb ». Et après j'ai encore pas mal corrigé. Et c'est justement celle-là qui a causé ce scandale, vous voyez? Et pourtant, l'erreur des spécialistes ne témoigne-t-elle pas précisément qu'un sculpteur de Madone tyrolien d'aujourd'hui n'a rien à envier à un maître bourguignon du XIVe siècle? Ou bien l'ancienneté passe-t-elle vraiment avant la beauté? Ce scandale autour de la Vierge bourguignonne fit la célébrité de Sepp Rifesser et fit aussi apprécier son art dans le monde entier. Lorsque l'art s'allie à la religion, cela donne une dimension nouvelle, car dès l'instant où il est question de croyances religieuses, beaucoup se refusent à admettre des faits nouveaux, objectifs, qui détruisent le charme des représentations antérieures. Et il peut alors arriver que l'on s'acharne à défendre, comme dans une véritable guerre de religion, le point de vue précédemment adopté. Turin. Cette métropole industrielle de l'Italie du Nord abrite un objet qui est un cas limite dans le domaine des plus ardentes contestations entre légende et science. Un morceau de tissu qui serait le suaire du Christ. Il est conservé dans la cathédrale. La prétendue relique n'est que rarement accessible au public. Elle ne lui a été montrée que 5 fois en ce siècle. C'est le 21 avril 1988 que l'objet a été extrait pour la dernière fois de l'autel de la chapelle du Saint-Suaire. Des scientifiques devaient prélever quelques petits morceaux de tissu pour en déterminer l'ancienneté. Déjà, en 1389, dans une lettre au pape, l'évêque de Troyes, Pierre d'Assy, dénonçait cette relique comme un faux. La toile, qui a pâli au fil des siècles, laisse encore entrevoir à peine les contours de la tête et du corps d'un crucifié. En 1898, on photographie pour la première fois le suaire. Le développement du négatif révèle un paradoxe. Le corps apparaît brusquement en positif. Le faussaire aurait donc dû peindre le corps crucifié en négatif, ce qui est pratiquement impensable. La pellicule photographique fait apparaître des détails d'une effroyable netteté. Des plaies à la tête, comme les traces d'une couronne d'épines. Des blessures aux mains, comme si elles avaient été percées de clous. Sur le dos du corps, on voit aussi des plaies. Derrière la tête, les traces des épines. Sur le dos, des traces de flagellation. Toutes les plaies correspondent exactement aux épisodes traditionnels de la Passion du Christ. L'ordinateur permet d'établir une autre conclusion assez stupéfiante.
il ne s'agit pas d'une représentation habituelle à 2 dimensions, mais d'une empreinte tridimensionnelle qui s'explique difficilement. Même les traces de sang, jusqu'alors assez brouillées sur le tissu, ont pu être explorées photographiquement par un processus électronique complexe. Elles donnent une image effroyablement réaliste d'un visage tuméfié. En outre, le tissage de la toile correspond exactement à la technique employée habituellement au Proche-Orient au temps du Christ. Les sceptiques durent baisser le ton. Pour beaucoup de scientifiques, il était évident que la toile en question était effectivement le suaire du Christ. La datation des échantillons prélevés devait en apporter la preuve définitive. Le prélèvement fut effectué dans les conditions de sécurité les plus rigoureuses. Le professeur Giovanni Ricci de Turin préleva sur le suaire une petite bande de tissu de 8 cm de long. Les bouts d'échantillons furent expédiés anonymement et accompagnés de 3 échantillons d'autres tissus d'âge connus à 3 laboratoires spécialisés, en Arizona, à Zurich et à Oxford. La datation se fit par la méthode dite du carbone 14. Comme toute matière organique, le tissu se compose essentiellement de carbone. Une infime partie de ce carbone est radioactif et se désagrège progressivement. De la masse de carbone radioactif restant, on peut déduire approximativement l'âge d'une matière. Le résultat fut le suivant. Le tissu date du XIVe siècle. Cette conclusion suscita les réactions les plus violentes. Un livre a même été publié, reprochant aux savants de s'être laissé manipuler. L'auteur, Werner Bulst, professeur d'université qui jouit d'une réputation internationale, s'appuie sur des reproches tout à fait concrets. Le suaire a été exposé à plusieurs incendies. Différentes traces de brûlure en témoignent. Le tissu peut avoir été souillé et même transformé par la chaleur. Lors des nombreuses expositions du suaire, du carbone plus récent, d'encens et de fumée de cierge peuvent s'y être déposés et avoir faussé le résultat de l'examen. L'échantillon prélevé pour l'examen au carbone 14 a été pris très exactement à l'endroit où le tissu est le plus usé et sali en outre par l'eau versée pour éteindre le feu. Une source d'erreur programmée, en quelque sorte. Quelle part de vérité cache donc ce mystérieux suaire de Turin? Ce qui est affirmé dans ce livre, à savoir que l'examen de la relique a été manipulé et que la datation, établie simultanément par plusieurs organismes indépendants les uns des autres, a été faussée? Et que dit le responsable de l'opération? Que réplique-t-il à ces reproches? La coordination centrale était assurée par l'université d'Oxford, où se trouve le principal centre de recherche pour la datation au carbone radioactif. Le directeur de ce service considère les reproches comme irrecevables. S'il y avait eu des impuretés qui aient pu peser sur la datation, on aurait obtenu, selon les différentes méthodes employées pour nettoyer dans les différents laboratoires, des résultats différents. Or, ce ne fut absolument pas le cas. La seconde raison, c'est qu'il aurait fallu une masse d'impuretés énorme pour transformer la datation d'un suaire de l'époque du Christ en datation d'une toile du XIIIe ou XIVe siècle, surtout si ces impuretés étaient du XVIe ou du XVIIe siècle. Ce n'a pas été non plus le cas. Il n'est pas possible que de pareilles impuretés soient passées inaperçues dans des laboratoires de datation au carbone 14. Le suaire date donc du XIVe siècle. N'était-ce pas une époque où la piété impliquait non seulement l'identification intérieure avec le Christ, mais aussi son imitation? Nous savons qu'à cette époque, un grand nombre de gens portaient la croix du Christ et voulaient attirer l'attention sur eux. Ils se faisaient planter les clous dans les mains, se faisaient flageller. Il n'y a donc rien d'aberrant à penser, ce n'est absolument pas sûr, mais tout à fait conforme à l'esprit de l'époque, qu'un personnage se soit fait crucifier et que l'on ait prétendu avoir là le suaire du Christ. La question reste posée. Est-ce à l'image d'un fanatique religieux du XIVe siècle que l'on voue un culte? En 1492, Christophe Colomb ouvrit aux Européens les portes de l'Amérique. Ce fut un messie bien décevant pour les autochtones,
Et ce n'était même pas le premier visiteur européen. « 500 ans avant Christophe Colomb, les Vikings étaient déjà venus d'Europe en Amérique à la voile. Et quelques-uns d'entre eux auraient débarqué ici à Cape Cod, sur cette côte du Massachusetts, en 1003 de notre ère, pour réparer une de leurs embarcations endommagées. La légende ne suffit naturellement pas à rendre historiquement crédibles ces expéditions de Vikings. Il y faut quelques preuves plus tangibles, si possible quelque chose d'écrit, un document, ou mieux encore une carte géographique de ces temps très anciens que puissent analyser et exploiter les savants. Même si les résultats de leurs recherches sèment parfois la confusion. Depuis l'âge de pierre, l'océan tumultueux était pour les Vikings un défi permanent. Ils furent dès le départ des navigateurs. Cette connaissance très ancienne de la navigation leur permit d'aller toujours plus loin vers l'ouest. Ni le froid ni les glaces ne dissuadèrent ces hommes du Nord d'aller jusqu'au Groenland et de s'y établir. En l'an 1000 de notre ère, Leif Erikson lance une expédition qui le conduit du Groenland jusqu'à la côte est du Canada actuel. Et enfin, les Vikings débarquent sur la côte de l'actuelle Terre-Neuve. Des vestiges de leurs habitations témoignent de ce voyage. Sur ces lieux historiques ont été reconstituées aujourd'hui ces habitations en longueur, très caractéristiques. Des expéditions ultérieures conduisirent les Vikings plus loin vers le sud, jusque sur les côtes de l'actuel État du Massachusetts. Ils donnèrent à la région le nom de Vinland. La carte la plus ancienne où figurent les nouveaux territoires de l'Ouest est appelée Vinland Map. Elle a prétendument été établie par un moine de la première moitié du XVe siècle, bien avant que Christophe Colomb ne découvrit l'Amérique. Elle représente l'Europe, avec à l'ouest le Groenland, et une partie de l'Amérique du Nord. Cette carte qui se trouvait en Europe a été vendue à l'université de Yale, à New Haven. Elle y est conservée à la bibliothèque. Les premiers doutes quant à l'authenticité de ce document surgirent peu après son acquisition par l'université de Yale. Pour un moine du XVe siècle, l'auteur de cette carte était étonnamment bien informé de la nature de la côte du Groenland, en particulier dans sa partie nord. Les nouveaux propriétaires de la carte voulurent en avoir le cœur net. En quête de la vérité sur la mystérieuse carte des terres et des mers du XVe siècle, les responsables de l'université de Yale tombèrent à Chicago sur un incorruptible. Dans un bâtiment apparemment insignifiant, un savant entretient son petit institut de recherche privé. Il y utilise essentiellement un instrument, le microscope. Le succès de cette méthode repose exclusivement sur l'expérience et la compétence du spécialiste. Walter McCrone réunit toutes les conditions requises en la matière. À un examen plus approfondi, les tracés à l'encre sombre se révèlent doubles. Une ligne jaune plus large est surmontée d'un trait noir plus étroit, comme pour simuler la désagrégation d'une encre avec le temps. Il suffisait dès lors de trouver une substance qui n'ait en aucun cas pu être contenue dans une encre du début du XVe siècle. Walter McCrone découvrit d'infimes cristaux. Seule une certaine altération de l'oxyde de titane produit ces cristaux caractéristiques. Il suffisait donc de prouver la présence d'une infime proportion de titane dans les cristaux. Rien n'échappe dans ces cas-là à la grille du microscope électronique. Effectivement, les cristaux renferment la quantité nécessaire de titane, enrichis sous la forme d'infimes petits grumeaux. Dans ces conditions, nous identifions très bien ces infimes particules de titane. Et nous voyons aussi que ce sont des éléments de pigments modernes datant du XXe siècle. Cela veut dire que l'encre utilisée n'a pas été fabriquée avant 1922. Le mystère du Vinland Map est apparemment éclairci. Cette carte est un chef-d'œuvre médiéval des années 20 de notre siècle. On la conserve néanmoins à Yale comme un trésor. Personne ne doute pour autant
que les Vikings aient atteint l'Amérique longtemps avant Christophe Colomb. Le faux n'est pas seulement un des moyens favoris pour étayer par des documents adéquats des faits historiques qui ne sont pas avérés. On fabrique aussi allègrement des faux quand il s'agit d'enjoliver pour la postérité tel événement ou tel personnage. Et depuis que la photographie existe, la falsification du passé est encore plus facile. Au mois de mai 1920, Lénine s'adresse aux soldats de l'armée rouge. À sa droite, Trotsky. La photo a été retouchée par la suite et Trotsky a disparu. À peu près la même chose ici. Goebbels, sur la droite, entretenait, disait-on, des relations avec Leni Riefenstahl. Il a donc disparu. Malheureusement uniquement de cette photo. Un des 9 cosmonautes soviétiques que nous voyons ici a subi le même sort. Et ici, l'illustre président Mao Tse-tung se trouvait manifestement dérangé dans son travail. Le printemps de Prague, en 1968, eut aussi des retombées photographiques. Après la chute de son gouvernement, Alexander Dubček n'avait plus sa place sur cette photo. L'utilisation de faux au plus haut niveau de la vie politique est de tradition dans l'histoire. Cette somptueuse couronne impériale du Saint-Empire romain germanique ne serait sans doute jamais arrivée entre les mains des Habsbourg et ne serait pas restée pendant des siècles si l'archiduc Rodolphe IV de Habsbourg, aussi appelé Rodolphe le fondateur, n'avait su créer au XIVe siècle les conditions nécessaires à cet effet. La falsification d'un document politique joua en l'occurrence un rôle capital. Les archives nationales autrichiennes à Vienne. C'est ici que sont conservés aussi les documents qui étaient des faux et qui, en tant que tels, devaient déterminer l'histoire. Par exemple, le privilegium maius. Les prérogatives qu'assurait à l'Autriche le privilegium minus du XIIe siècle ne suffisaient manifestement pas à l'archiduc Rodolphe IV. Il n'hésita donc pas à faire falsifier quelques documents pour s'assurer certains privilèges, en particulier le privilegium maius. Il s'agit là d'une falsification grossière, qui n'en aida pas moins les Habsbourg à asseoir leur pouvoir dans l'Empire. Pour finir, ils obtinrent même la couronne impériale. En matière d'invention politique et de richesse d'inspiration, l'archiduc Rodolphe IV est pratiquement insurpassable. Il a tout simplement mis les documents illustrant ses utopies politiques sous le nez de ses contemporains. De même qu'il a fait construire à Vienne la cathédrale Saint-Étienne, qui est aujourd'hui à nos yeux l'exemple parfait du témoin de pierre resté inébranlable et immuable au cours des siècles. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. Même cette bonne vieille cathédrale Saint-Étienne ne résisterait pas en tout point à un examen critique serré. Mais ceci est une autre histoire, un autre film.